L'homme nomade est un jeune marcheur cycliste qui a quitté la Belgique pour la Guinée afin de contribuer à apporter de l'eau potable dans des zones qui n'en ont pas. Son voyage à vélo est aussi un moyen, selon lui, de sensibiliser. Nous allons recevoir la présidente du comité d'accueil pour parler de ce projet. Mariam Souma, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Bien. Allez, ce projet s'intitule un projet pour aider les communautés à la base, surtout en Guinée, dans des zones où il n'y a pas d'eau. Et où se trouve actuellement ce nomade, ce marcheur cycliste? Il est entre quelle préfecture? Il est dans quelle préfecture actuellement? Il est à Kindia. Bien, bientôt à Conakry. Dans un village chez sa grand-mère. Bien. Vous pouvez lever la voix, c'est très important. Allez, Alphonse. Okay. L'autre question, c'est quel a été son trajet, d'où il est venu et quelle va être sa destination? Ok. Depuis le début, d'abord, il a quitté Bruxelles. Vous faites face à la caméra. Okay. Il a quitté Bruxelles, ensuite la France, ensuite l'Espagne, le Maroc, le Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée-Conakry. Bien. Donc actuellement, il est passé par Koundara, Gawal, Labé, oui, Mamou, il est actuellement à Kindia. À Kindia. Et il a fait tout ça à vélo? À vélo et à pied. Ouais. Pour quel objectif? Pour but de récolter des fonds pour la construction des forages dans les différentes villes de la Guinée. Ouais. On sait que marcher ou rouler le vélo, par exemple, à pied, ne peut pas, par exemple, faire jaillir de l'argent du ciel. Comment vous allez passer, par exemple, pour mobiliser de l'argent afin de réaliser le projet? Il y a déjà une cagnotte qui a été lancée, que les gens sont en train de participer. Il y a déjà le lien. Et ça va, les gens ils sont en train de... Ok, les gens sont en train de participer. La cagnotte, là, aujourd'hui, c'est à hauteur de combien? Est-ce qu'on peut connaître les chiffres? Oui, il y a le lien. Actuellement, c'est à 2400 et quelques euros. D'accord. 38 participants. Bien, 38 participants. Moi, je voudrais savoir combien de temps a-t-il mis pour faire ce voyage? 109 jours. 109 jours. Et pourquoi passer par cette initiative? Il pouvait aider, n'est-ce pas, à apporter de l'eau sans pour autant se livrer à cette corvée et qui, en tout cas, de mon point de vue, a assez de risques. Traverser tout ce chemin, il y a les difficultés rencontrées. Est-ce qu'il vous en a parlé? C'est une manière de sensibilisation, c'est ça. C'est pour sensibiliser et pour la récolte des fonds aussi. Il a trouvé que s'il fait ça, et ça va pousser les gens, voilà, ça va encourager les gens et tout de savoir ce qu'ils veulent faire exactement dans le pays. Bien, justement, nous allons partir sur le terrain, retrouver ce nomade cycliste marcheur qui a quitté la Belgique pour la Guinée afin de contribuer à apporter de l'eau potable dans des zones qui n'en ont pas. Bonjour, le nomade Mamadou. C'est Amadou Saliou, c'est ça? Bonjour. Bonjour, Amadou Sadi. Amadou Sadi, oui, vous êtes vraiment courageux. Ça me rappelle les marcheurs de Conakry, Bamako. Vous avez décidé de prendre un vélo, de rouler de Bruxelles jusqu'à Conakry. C'est ça votre objectif. Et d'où est partie l'initiative, le nomade? Oui, en fait, j'ai pas commencé à vélo. J'ai d'abord commencé à pied. J'ai quitté Bruxelles. J'ai fait Bruxelles-Toulouse, 900 km à pied. Ça m'a pris 17 jours plus ou moins. Et à partir de Toulouse, j'ai acheté le vélo justement parce que je savais qu'en Afrique, ça allait être compliqué peut-être d'avoir accès à l'eau et qu'il fallait que je fasse des réserves. Donc le vélo, ça aurait été plus judicieux pour pouvoir porter plus d'eau. Et donc depuis Toulouse, je suis avec le vélo jusqu'à ce que je sois arrivé ici à Kindia pour le moment. Bien, vous êtes à Kindia, oui Félix. On sait pertinemment que ces genres d'exercice, il faut une certaine conviction, sincèrement, dans l'âme. D'où la question, par exemple, de Madjou, d'où vous est partie l'idée de vouloir quitter de Bruxelles jusqu'à Conakry, en passant, par exemple, en passant par le vélo ou à pied? En fait, vous savez, je pense que à un moment donné, on arrive à un âge dans notre vie où on remet beaucoup de choses en question. On se demande d'où on vient, on se demande d'où on va, on se demande surtout ce qu'on veut faire et ce qu'on ne veut plus faire. Il y a aussi eu dans le processus le décès de mon grand-père, père en décembre. Il y a une multitude de choses en fait qui ont fait que j'ai eu un déclic, qui m'ont fait comprendre que ça ne servait à rien de remettre tout au lendemain. Quand tu veux faire quelque chose, il faut que tu le fasses directement. Je m'étais toujours dit qu'un jour ou l'autre, je ferais quelque chose pour essayer d'aider mes compatriotes guinéens, à partir du moment où j'ai les moyens et les capacités physiques de le faire. Ça veut dire que j'ai pas vraiment d'obligation
rester comme ça à distance. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant, et vu que j'ai la possibilité de le faire. Donc c'est surtout l'envie d'aider, l'envie de contribuer, d'apporter ma pierre à l'édifice, l'envie d'apporter peut-être un peu d'espoir et de la joie à des personnes. Et si ça peut montrer en même temps l'amour que j'ai pour ma terre, double bénéfice pour tout le monde, quoi. Bien, le nomade en direct actuellement du côté de Kindia, oui. Voilà, moi la question que j'ai pour vous, c'est pour un peu renchérir ou réitérer cette même question-là. Vous aviez beaucoup d'autres moyens pour lever des fonds et justement soutenir ce projet d'eau. Mais pourquoi avoir choisi le fait de le faire à pied et à vélo surtout? Alors, c'est très simple. Je pense que si j'avais fait ce projet-là en avion ou en voiture, ou même en moto peut-être, je serais passé à côté de beaucoup de choses. Là, c'est les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Facebook, elles peuvent participer avec moi à la découverte justement de la Guinée profonde, la beauté du paysage, la beauté du peuple, la beauté des rencontres que je fais. Et je pense que, comme j'ai dit, si je l'avais fait avec l'avion, je serais arrivé à Conakry, je me serais renseigné sur les endroits où il manque de l'eau, j'aurais fait ça et je serais retourné chez moi. En avion, en moto, la même chose. En voiture, la même chose, j'aurais pu couvrir beaucoup plus de kilomètres. Tandis que le fait de le faire en vélo, ça m'oblige en fait de regarder ce qu'il y a autour de moi, ça m'oblige à m'adapter à la situation, ça m'oblige à admirer justement les paysages que notre terre a à offrir. Quand je suis fatigué, je m'arrête et ça me permet de discuter avec les personnes. Et justement, en discutant avec ces personnes-là, je me rends compte qu'il n'y a pas que des problèmes d'eau, il y a beaucoup d'autres problèmes. Ça me permet justement de toucher les problèmes du doigt, comme on dit, et de voir la réalité sur le terrain et pas uniquement la télévision. Je pense que la meilleure chose à faire pour ce genre de projet, ça aurait été de le faire avec le vélo comme j'ai fait. Et deuxièmement, part du principe où tu peux pas vraiment te battre pour une cause si tu la comprends pas. Le fait de l'avoir fait à vélo et à pied, ça m'a poussé des fois à arriver à des moments où j'avais pas d'eau, où j'étais fatigué. Et justement, là j'ai compris justement qu'en fait on avait énormément de temps en Europe. Il suffit juste d'ouvrir un robinet, on a de l'eau qui sort, on se lave avec de l'eau potable, on nettoie le sol avec de l'eau potable, mais on tire la chaise des toilettes, c'est de l'eau potable. Alors qu'il y a des personnes ici, malheureusement, elles doivent marcher des kilomètres ou se battre tous les jours pour pouvoir acheter des sachets d'eau. Et justement, en fait, le fait d'avoir fait ce projet avec la force de mes pieds, ça m'a vraiment permis de comprendre à quel point l'eau était quelque chose d'important, bien plus que ce qu'on le croit, quoi. L'eau, c'est la vie, le nomade. Vous êtes actuellement à Kindia. Dites-nous, quelles sont les zones qui sont ciblées pour ces forages? Pour le moment, j'ai ciblé une zone en principal, parce que j'ai passé une semaine et donc j'ai vraiment pu voir ce que les personnes qui vivent là-bas vivent avec l'eau. C'est Kundara, c'est près de la frontière du côté de Kandika. J'y suis resté une semaine et là-bas j'ai vraiment vu en fait comment ils vivaient au niveau de l'eau, que c'était quelque chose de très calculé. Pour que ce soit pour se laver ou pour cuisiner, c'est quelque chose de très calculé. Tu peux pas te permettre d'aller à chaque fois à des kilomètres l'eau et revenir. Bien. Là, par exemple, Kundara, c'est une zone où je ferai un forage avec mon équipe, quoi qu'il arrive. Bien, Kundara qui est retenu, oui, Voilà, donc moi je veux que vous reveniez sur cette expérience parce que quand même vous avez passé 109 jours à traverser un certain nombre de pays, la France, l'Espagne, le Maroc, le Sénégal, la Gambie, la Guinée, etc. La Mauritanie entre autres. Alors qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous avez constaté sur le chemin, les difficultés par exemple rencontrées, les choses qui ont attiré votre attention, que vous avez déploré, que vous avez apprécié par exemple. Est-ce que vous pouvez brièvement nous revenir sur cette expérience-là? En fait, j'ai vu énormément de belles choses. Ça, c'est le côté positif. J'ai vu énormément de belles choses, surtout quand tu dis la gentillesse du peuple africain. C'est pas une légende. C'est pas une légende quand on dit qu'en fait, en Afrique, l'hospitalité, c'est quelque chose qui est ancré en nous. Parce que pour vous dire, depuis que je suis arrivé en Afrique, j'ai plus jamais passé la nuit dehors. Alors qu'en Europe, c'était quelque chose de fréquent et de quotidien. Ça, c'est un des points positifs. Les points négatifs que j'ai vraiment pu remarquer, c'est la détresse en fait de mes frères guinéens, parce que c'est eux que j'ai surtout rencontrés au Maroc, en France, en Espagne. La détresse en fait de mes frères guinéens qui partaient en fait avec l'immigration illégale. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. J'ai pu discuter avec beaucoup de personnes d'entre eux. Et malheureusement, une fois arrivés là où ils pensaient qu'ils allaient réussir à s'en sortir, ils se rendent compte de la réalité de la vie, que c'est plus compliqué et que c'est pas tout rose. Et ils ont tous le même discours pour me dire que s'ils le savaient, ils ne le referaient pas. S'ils le savaient, ils ne seraient pas partis. Mais malheureusement, il y a
savez, nous, ici en Guinée, je pense que c'est un peu partout en Afrique, la pression sociale qui te pousse à la réussite. Donc, partir à l'étranger, ne pas réussir et revenir, ce serait considéré comme un échec. Ouais. Et je pense que ça peut faire travailler beaucoup de personnes au niveau du cerveau parce qu'il y a des familles qui ont dû dépenser des millions de francs guinéens pour envoyer leurs enfants. Ils ont dû vendre leurs terrains, ils ont dû vendre leurs animaux. Du coup, si tu reviens alors que tu n'as pas réussi, ce serait un peu comme si tu étais la risée de la famille. Et ces jeunes-là, quand je leur posais une question à leur demander pourquoi ils ne retournaient pas en Guinée, c'est encore une fois la même réponse que je reçois, c'est je ne peux pas parce que j'ai honte. J'ai honte, donc je préfère limite mourir ici plutôt que de retourner là-bas dans l'échec. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui fait qu'il y a vraiment un travail en profondeur à faire là-dessus, je pense. Mais Dieu merci, je suis content parce que j'ai rencontré que des bonnes personnes sur la route. Bien. Je suis vraiment content de mon départ en Belgique jusqu'à ce que je sois arrivé pour le moment ici à Kindia. J'ai jamais rencontré une personne qui était malveillante. Heureusement, vous êtes bien accueillis sur le terrain, c'est très important. Mais dites-nous, vous avez traversé des zones arides, le désert, le Sahara occidental, oui, entre le Maroc, la Mauritanie. Comment avez-vous fait pour avoir de l'eau ou bien pour vous nourrir en cours de route? D'autant plus qu'il y a de ces endroits qui sont très lointains entre les villages, vous ne pouvez pas parcourir tous ces kilomètres-là en un seul jour. Comment avez-vous fait? Non, il y a quelque chose à savoir, c'est que donc, je vais vous expliquer un peu le parcours que j'ai fait parce que la Mauritanie, je ne l'ai pas fait. Du coup, le désert, je ne suis pas passé par là non plus. Ce qui s'est passé, comme je vous ai dit, j'ai commencé à pied, j'ai été jusqu'à Toulouse. Et puis après, j'ai pris le vélo. Donc, j'ai fait la France, j'ai fait l'Espagne. En bas de l'Espagne, vous savez, il y a un bateau à prendre pour arriver au Maroc, pour passer le détroit de Gibraltar. Une fois arrivé au Maroc, j'ai traversé le Maroc. En temps et en heure, en fait, mon équipe qui est en Belgique, elle s'occupe de regarder ce qui se passe en Mauritanie parce que je savais que c'était la zone la plus risquée du parcours. Ils étaient en contact avec l'office du tourisme belge. Il m'a déconseillé fortement d'y aller parce que pour le moment, en Mauritanie, je pense que vous savez, c'est un peu compliqué et c'est surtout risqué d'y aller. Il y a un moment de kidnapping pour des demandes de rançon. Du coup, ce qui s'est passé, c'est une fois que je suis arrivé en bas du Maroc, j'ai pris l'avion avec le vélo, c'était Dakar. Et là, à partir de Dakar, en fait, j'ai repris le vélo. J'ai fait la Gambie, comme vous avez dit, la Guinée-Bissau, et je suis rentré en Guinée. Bien. Dernière question, oui, Félix. Aujourd'hui, au niveau de la mobilisation des fonds, où vous en êtes, et vous comptez mobiliser combien pour pouvoir financer votre projet? J'ai pas de montant fixe, en fait, parce que je pense que si tu te fixes un montant, c'est peut-être te mettre des bâtons dans les roues. J'ai pas de montant fixe. Le plus important, ce serait de récolter le maximum de fonds nécessaires et en fonction de ça, regarder le nombre de forages capables de faire. Donc, je n'ai pas d'idée propre au montant qu'il faudrait. C'est plutôt, j'attends de voir juste ce que j'arrive à connaître. Et en même temps, à ce moment-là, avec ma cousine, là, on appelle avec vous, on fera un état des lieux et on regardera quelles sont les possibilités. Bien, la liaison se décrète. Oui, on va essayer avec une dernière question, Babila. Peut-être la dernière question. Quelles sont les deux en une? Quelles sont les zones qui vont être concernées par justement la mise en œuvre de votre projet une fois que vous arrivez à terme? Et il y a des spécialistes également qui nous apprennent que les forages ont une conséquence en tout cas néfaste sur l'environnement, sur la biodiversité. Et dites-nous, qu'est-ce que vous comptez apporter de spécial ou de spécifique qui soit en conformité avec les règles de la nature? Je pense que justement les spécialistes pour une raison, c'est que ils savent mieux que peut-être ce qui est à même d'être fait en Guinée ici pour éviter justement de polluer ou de détériorer la nature qu'on a. Du coup, de toute façon, à peu près là-bas avec mon équipe, on va essayer de se renseigner le mieux possible. Il y a la liaison qui se dégrade. Je pense qu'on n'a pas une bonne communication, n'est-ce pas, Saloum? Il va falloir vous déplacer même si 1 mètre ou bien de toute façon on a dit le maximum. Je pense qu'on va se quitter, d'autant plus que la liaison se dégrade. Merci beaucoup, Nomade. On aurait aimé continuer à vous écouter, mais avec la liaison, c'est pas du tout évident. Merci beaucoup, à très bientôt et courage pour tout ce que vous faites. Ouais, merci. Allez, rapidement, Alphonse, avec notre invité pour clôturer, parce qu'il faut aller avec les autres. Qu'est-ce qui est prévu pour son accueil à Conakry? Son accueil le samedi, Inch'Allah. Mon équipe et moi, nous allons l'attendre au niveau de la T7 de Symphonia. De là, nous allons commencer le cortège, à le suivre avec des voitures, des motards
et des vélos aussi s'il y en a. Et jusqu'à la rentrée de Kaloum. Et une fois à Kaloum, au niveau des stades d'émission, nous serons. Il y a des fanfaristes qui vont nous attendre là-bas. Et on va continuer à la Blue Zone de Kaloum. Peut-être dernière question, est-ce que vous avez pris contact avec les autorités de la place pour recevoir? Oui, j'ai été au gouvernorat. J'ai déjà déposé la lettre pour expliquer comment ça va se passer. Et la gouverneure, elle m'a bien accueilli. Elle dit qu'elle va assurer la sécurité. Bien. Merci beaucoup, Mariam Souman. C'est une bonne initiative qui est très noble. Voilà, c'est très important. Aussi, il y a la conférence de presse qui sera organisée une semaine après son arrivée. Là, il va détailler beaucoup plus toutes ces questions qu'il n'a pas pu répondre aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariam. À très bientôt. Merci. Courage. Allez.